Caribou, paix et amour sur vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nawal. Comme vous le savez, le but de cette série, ce n'est pas seulement de parler de l'installation aux Comores, des entrepreneuses aux Comores, mais vraiment de plonger au cœur de la féminité. Aujourd'hui, avec Nawal, nous allons parler d'une femme qui est née, qui a grandi en France et qui a décidé de s'installer aux Comores. Nous n'allons pas seulement évoquer toutes les péripéties auxquelles la diaspora peut faire face, mais aussi les doutes en tant que mère, les espoirs et comment cette transition se fait, autant pour nous en tant que femmes, mais surtout en tant que mère pour les enfants. Car ça aussi, il faut y penser. Comment adapter ce changement à eux, comment les accompagner et comment leur donner cet amour du pays. Merci beaucoup pour cette invitation. Il n'y a pas de problème. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Nawal, j'ai 29 ans. Je suis effectivement née et j'ai grandi en France, en région parisienne. Et je suis maman de 2 enfants. Donc, effectivement, j'ai fait le choix de rentrer aux Comores il y a 2 ans maintenant. Alhamdoulilah. J'ai fait des études de mode et puis après quelques difficultés à cause de mon voile, j'ai décidé de me réorienter et je fais du e-commerce depuis 8 ans. Alhamdoulilah. Donc je travaille à mon compte depuis 8 ans maintenant. Ok, voilà. D'accord. Ah, je ne savais pas pour la partie mode. Hein. C'est vrai? Ouais. J'en parle pas trop. Et puis c'est loin derrière moi. Mais c'est intéressant. Tu étais dans quel domaine de la mode? Alors, j'avais fait de base un bac pro mode et je voulais travailler comme modéliste, donc créatrice de mode. Et c'est vrai que j'ai commencé à porter le voile très, très tôt. Donc, ce qui était cool, comme tout le monde au lycée, on a eu beaucoup de phases de stage. Donc, ça s'est toujours très, très bien passé pour moi. Mais après, dans la partie entreprise, j'ai voulu faire 1 an après le passage du bac en entreprise. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà, ça a été un peu plus compliqué. C'était pas aussi beau que pendant le stage. Et donc, malheureusement, j'ai compris qu'il y avait quand même un grand décalage entre ma passion à cette époque-là et ma spiritualité. Et donc, j'ai dû faire un choix. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est pour le meilleur. T'es ici aujourd'hui. Exactement, alhamdoulilah. Alors, en première question, ce serait de savoir quelle a été ta relation avec le pays déjà depuis l'enfance. Parce que c'est vrai que dans ce retour au pays, parmi les craintes qu'il y a et ce qu'il faut savoir entendre, c'est que tout le monde n'a pas forcément eu ce lien-là. Tout le monde n'a pas été introduit par les parents. Et si ça a été le cas pour tout le monde, ça n'a pas été forcément dans de bonnes conditions ou des détails simples comme le fait de venir en vacances et d'avoir des cousins, cousines de notre âge avec qui jouer. Donc pour toi, c'était quoi? Est-ce que tu venais souvent ici? C'était quoi ta vision du pays? Alors effectivement, j'ai eu la chance de beaucoup venir en vacances aux Comores quand j'étais plus jeune, alors que je suis issue d'une grande famille. Donc j'ai quand même eu ce privilège-là. Et chaque fois que je venais, c'était pour moi magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est pas par rapport au confort, parce qu'il était inexistant quand j'étais jeune. Faut le préciser. Ouais, vraiment, c'est important. C'est important. Et pour autant, je me suis toujours sentie chez moi. Tu parlais des cousins-cousines. Effectivement, moi, j'ai grandi avec une cousine. On avait juste 1 an de décalage. Donc, c'était formidable. Malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques années, quand j'avais 17 ans. Elle était décédée d'une mort naturelle. Mais donc aujourd'hui, voilà, j'ai pas de cousine avec... on n'est pas de la même génération. Mais bon, après, c'est vrai qu'avec le temps, on change et puis on grandit. Puis j'ai des amis qui sont plus âgés que moi et c'est OK. Mais j'ai toujours voulu vivre au Comores. C'est-à-dire que pour moi, c'était les meilleures vacances de ma vie. Pourtant, j'ai été en colonie de vacances, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Mais j'ai toujours aimé les Comores et j'ai toujours voulu vivre aux Comores. Vraiment, je me suis toujours dit, un jour, je vivrai aux Comores. Alhamdoulilah. Tes parents ont réussi le travail. Ouais, moi, c'est ce que je dis toujours à mes frères. Je dis, sur ce point-là, les parents, ils ont gagné sur moi. Quoi. Je suis la Comorienne de la fratrie. C'est vrai, trop bien. C'est super important et c'est bien aussi que tu parles de confort parce que moi, c'est une chose que je répète souvent, que ce soit à ma fille ou même à d'autres, c'est que ça a changé dans le bon sens, ça a évolué. Ouais. Et même ma fille, je lui dis, mais les Comores que tu connais, ce n'est pas du tout les Comores que j'ai connues. Même là, alhamdoulilah, tu vois la maison dans laquelle je t'accueille, ce n'est pas celle où je venais en vacances. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. On vivait chez Coco, donc l'arrière-grand-mère de ma fille. Là, j'ai pu lui montrer de l'extérieur, puisque bon, maintenant, il y a des personnes et tout. Mais voilà, c'était, on allait aux toilettes dehors, ça n'avait rien à voir. Et pourtant, c'est les meilleurs souvenirs, voilà.
C'est clair. Ouais. C'est les meilleurs souvenirs. On ne peut pas expliquer le pourquoi du comment. Mais en fait, c'est pas le confort finalement qu'on vient chercher, je pense, quand on vient aux Comores. Ouais. Et si on peut l'avoir aujourd'hui, tant mieux. Mais non, alhamdoulilah, ça n'a rien à voir, effectivement. Je vis dans un confort aujourd'hui que je n'avais pas avant. Mais alhamdoulilah. Et est-ce que tu penses que c'est vrai aussi que ce lien, enfin le fait que déjà avec la famille, vous y allez souvent, tu as des frères et sœurs aussi, ouais, donc il y avait cette fratrie-là, ta cousine, ça a joué dans le temps que les moments de qualité que tu passais aux Comores en soi? Oui, je pense. Je pense que ça joue beaucoup. Après, au-delà de ça, je pense aussi que c'est, tu sais, quand on est dans un esprit vacances, même tes parents, ils ont moins de stress, ils ont plus de temps pour toi, ils sont plus présents. Aussi, donc tu te dis, en fait, c'est ça la vie finalement. On a le temps, on sourit, on rigole tout le temps, on se fait plaisir tout le temps. Tu n'as pas cette routine chronophage de se réveiller le matin, rentrer du travail, faire le devoir, etc. Donc tu es vraiment en vacances et je pense qu'il y a ça qui a fait que, en fait, c'est ça le bonheur finalement. C'est d'avoir toute ta famille, d'être là, réunis. C'est pour ça que je dis, en fait, le confort à côté, c'est quoi ? Ouais. Quand tu as tout ce que tu n'as pas le reste de l'année, le confort, c'est quoi, tu vois? Exactement. Donc, et j'ai bien conscience que j'étais privilégiée parce que, tu vois, comme je t'ai dit, on est une grande fratrie, donc on ne pouvait pas venir tout le temps ensemble. Donc c'était, voilà, mes parents, ils en prenaient 3 cette année. Oui, ok. Tu allais faire un choix. Et alhamdoulilah, j'ai souvent été sélectionnée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci. Et j'en ai de très, très bons souvenirs. Vraiment, j'en ai de très, très bons souvenirs. Et du coup, est-ce que tu venais à Moroni? Pas beaucoup. J'habite pas loin de Moroni, mais on venait pas forcément beaucoup à Moroni. Quand on sortait du village, c'était pour faire des grandes sorties. C'était des grandes journées courses, plages, randonnées. On allait visiter des monuments ou des villes. Quand même. Ouais, franchement, c'est des trucs sympas. Ah ouais, mais moi, j'ai pas eu ça. C'est vrai, c'est des trucs sympas. Franchement, j'ai plein de souvenirs. On avait un car, il me semble, à la maison, un minibus, un truc comme ça. Et on faisait des sorties tous ensemble. On allait manger au bord de plage et tout. C'était trop bien. On faisait pas ça tous les jours, mais on faisait ça à chaque fois qu'on venait aux Comores, tu vois. Ah ouais, mais c'est un vrai privilège, en effet. C'était trop bien. Tu vois. Ouais, je me suis permis de poser la question puisque moi, quand je venais, j'étais sur Moroni. Okay. Encore une fois, pas les mêmes conditions, mais en soi, j'étais à Moroni. Et je trouve que c'est important de poser la question puisque parfois, dans cette incompréhension que j'ai quand j'échange avec les personnes sur les Comores, c'est vrai qu'avant, je ne voulais pas l'entendre puisque moi, dans ma tête, on est tous pareils. Tu sais, il n'y a pas ces clichés ou ces conflits de... Voilà, je pense que tu m'as compris. Oui, bien sûr. Mais les gens, ils m'amenaient un fait qui est réel. Ils disent, mais Amel, quand tu n'es pas de la capitale, tu n'as pas forcément autant de choses à faire ou tu n'as pas forcément accès à tout ça, surtout si, ce contexte-là encore, tu n'as pas des cousins, cousines ou tu n'es pas véhiculé, etc. Et avec le temps, j'ai accepté de l'entendre et je me suis dit, ah, c'est vrai. Et selon les témoignages, c'est vrai qu'il y en a qui disaient, même s'ils ne sont pas de Moroni, ils étaient véhiculés, ils allaient souvent dans les plages à Mitsameouli ou peu importe. Donc, ils pouvaient bouger. Enfin, j'ai vu que ça jouait, en fait. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai, je pense qu'il y a un certain confort. Ouais. Et c'est vrai que je ne suis pas de Moroni, mais je ne suis pas très loin non plus. Mais ça ne change rien, parce que c'est toujours une organisation, finalement. On ne pouvait pas faire ça tout le temps. Mais quand on le faisait, ça marquait. Enfin, tu vois, dans la vie d'un enfant, quand tu peux passer de super moments comme ça avec ta famille, ça marque, quoi, tu vois. Donc, et puis, il y avait aussi, comme tu disais, ces petites activités. C'est ça. C'est ça. Et c'est important. Ouais, c'est clair. Franchement, parce que moi, j'ai eu ce lien-là. Enfin, j'ai grandi aussi un peu aux Comores. J'ai fait 2 ans au collège. Et ça fait que j'avais du mal à entendre quand parfois, les gens, aujourd'hui, c'est surtout avec les temps, on va parler de confort. Et je dis, le confort, c'est pas forcément ce qui m'a donné envie parce que ce que j'ai connu des Comores, ça n'a rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui. Mais je pouvais entendre, c'est vrai, que si tu es au village, tu es toute la journée chez toi, tu n'as pas de cousins, cousines, tes parents ne te sortent pas. C'est ça. Ouais, tu peux t'ennuyer. Tu peux t'ennuyer, tu n'as pas ce rapport. Tu viens pour la famille. Certains ont en plus la barrière de la langue. Donc oui, il y a Coco, il y a Mbaye, mais même avec mon propre sang, je ne peux pas communiquer. Ouais. Donc ça joue. Oui, non, bien sûr. Non, mais je l'entends, c'est sûr que ça joue beaucoup. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance de ne pas me retrouver toute seule à chaque fois. Et de bien profiter quand même. Ok, c'est super. Donc, tu avais déjà ce lien-là, ces allers-retours souvent aussi. C'est quoi le plus longtemps que tu as fait sans venir aux Comores? Ah, j'en ai pas le souvenir. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que c'est quand... Attends, j'essaie de réfléchir. Je pense que c'est 2014 et je suis revenue en 2022. Ça va.
Ouais, je pense que c'est ça. 7, 8, ouais, ça va. Ouais, je pense que c'est la plus longue période. C'est quand tu rentrais dans la vie active et que c'était plus les parents qui Oui, payaient les billets. je comprends. Moi, ça a pris 12 ans à partir du moment où... Tu as eu ton premier salaire, tu t'es dit, bon, en fait, il faut faire autre chose avec l'argent. C'est exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Non, quand tu commences à payer toi-même, c'est pas pareil. Hein. J'ai une pote qui m'a dit pareil, elle a dit, la première fois qu'elle a payé son billet, elle a dit, mon Dieu, ma paye. Toutes ces heures qui partent d'un coup. Mais c'est ça, en fait. Ah, c'est chaud. C'est fou, hein. On s'en rend pas compte. Ouais. On s'en rend pas compte quand on est jeune et qu'on paye rien. Ah oui, et donc voilà, ça m'a pris autant de temps. Et ce qui est fou, c'est que quand je suis revenue en 2022, je suis venue pour faire mon grand mariage traditionnel. Ok. Ouais. Ah ouais, donc c'était un retour... Un grand retour. C'était pas un grand stress quand même. Enfin, le fait qu'il y ait eu 8 ans et là tu viens pour... déjà, le handa, c'est quelque chose de prenant. Mais là, peut-être, tu t'es pas dit au niveau des codes, il y a des choses que tu vas redécouvrir ou... Franchement, j'étais pas hyper stressée pour moi, mais j'étais stressée pour mes enfants et mon mari. Parce que mon mari, lui, il est né ici et il est parti quand il avait 3 ans. Et lui n'est jamais revenu aux Comores. Jusqu'en 2022. D'accord. Ça veut dire que lui, il a une famille aussi qui est mahoraise, donc il avait la chance d'avoir des souvenirs à Mayotte, mais pas du tout aux Comores. Et je voyais, enfin, il n'a jamais dit, mais j'avais quand même cette impression qu'il voyait le Comore comme étant vraiment très arriéré, très inconfortable. Et je me suis dit, si lui, il n'aime pas le Comore, mon rêve de m'installer un jour au Comore, peut-être s'arrêter là, quoi. Donc j'avais vraiment cette pression que tout se passe hyper bien, qu'on passe de super vacances. Et à côté, le mariage, c'était qu'une option. À la base, je ne l'ai pas fait par rêve pour les parents. Donc ça c'est fait, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais ce n'était pas le plus important pour moi. Tu vois. Et alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Il a trop aimé, mes enfants aussi. Donc j'ai réussi ma mission. C'était à mon tour maintenant de les séduire. Mes parents, ils avaient fait le travail pour moi. Maintenant, c'était à mon tour de faire mon mari et mes enfants. Et ça s'est trop bien passé. Et on est revenu quelques mois plus tard pour s'installer. Ok, en plus 2022, c'est ça? C'est ça. Donc là, ça veut dire, aux Comores, il commençait à y avoir des activités qu'on peut faire et tout ça. Donc c'est comme ça que tu as séduit tes enfants ou Alors d'abord, c'était pour moi le confort de la maison. C'était hyper important. Tu vois, je me suis dit comme ça, ils ne voient pas un trop gros décalage, etc. Et je voulais vraiment qu'ils se disent qu'en fait, aux Comores, c'est pas... En fait, c'est un plus. C'est qu'on pourrait se créer le confort qu'on ne peut pas avoir en France. Au lieu de voir ça comme quelque chose d'hyper arriéré, etc., c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, à la maison, déjà, on avait un très bon confort. Et ensuite, on a fait plein d'activités et beaucoup plus que j'ai pu faire quand je venais en vacances, forcément, parce que j'avais plus de temps. Je n'étais pas allée dans les marages tous les 4 matins. Donc, tous les jours, c'était une sortie. Tous les jours, c'était l'occasion de redécouvrir l'île, etc. Et c'était vraiment trop, trop bien. Vraiment, c'était les meilleures vacances de ma vie. Wow. Vraiment, c'était vraiment les meilleures vacances. Et ça, il faut le dire aussi, c'est que maintenant, on a accès à des activités qu'on n'avait pas avant. C'est clair. Et comme tu dis, en tant qu'adulte, aussi, c'est c'est nous qui sortons l'argent, mais c'est nous qui gérons notre temps aussi. Comme tu as dit, tu n'étais pas dans l'obligation d'aller dans des mariages ou quoi. Enfin, c'est selon ta volonté à toi. Et ça joue beaucoup. Oui, non, c'est clair. Ça joue beaucoup. Non, et puis aussi, pour revenir aussi par rapport à si on revient sur l'argent, en fait, quand c'est toi qui sors l'argent, tu dois savourer. Oui, aussi. À 4, c'est plus de 5 000 € de billets. Tu vois. Donc, tu ne peux pas dormir. Oui. Tu dois rentabiliser ton investissement. C'est un investissement. Et donc, non, tu ne peux pas te permettre de ne rien faire. C'est pas possible. Il n'y a pas de journée de perdue. Et même en vérité, même une journée à la maison, à faire des gâteaux ou à faire le ménage, peu importe, mais c'est vu différemment en fait. Je suis totalement d'accord. C'est ça, t'apprécies le moment, tu te dis, tu fais quelque chose pour toi, dans ta maison, dans ton confort, dans ton... Et je trouve que ça change tout en fait. Ouais. On en revient à ce que tu disais même par rapport à tes parents, quand tu étais plus jeune, c'est que même les moments en famille, ils ont une saveur différente. C'est ça. Parce que t'es chez toi en fait. Clair. Et tu as ce côté, on est détendu, il y a plus de temps, et c'est un autre confort aussi. Non, c'est clair, c'est un autre confort. Comme tu dis, c'est un confort qu'on n'a pas forcément en France. Non, c'est clair. Donc, ouais. Et du coup, c'est ça qui t'a motivé à venir en France aux Comores? Alors, j'étais déjà hyper motivée, mais ma crainte, c'était mes enfants et mon mari. Donc, quand j'ai vu qu'ils avaient adoré leurs vacances, on s'est dit, pourquoi pas. Après... c'est l'une des questions, mais je peux... Oui, je peux avancer dans... Oui. Okay.
Après, l'une des plus grandes craintes que j'avais, donc après avoir eu des enfants, c'était la santé ici aux Comores. Donc ça, c'était un grand frein. C'est-à-dire que quand je me renseignais sur la vie aux Comores, j'ai eu la chance d'avoir quand même des cousines qui sont rentrées avant moi. Et quand je leur posais des questions sur l'adaptation, la santé, etc., elles avaient un plutôt bon retour, de bonnes expériences. Mais quand je demandais à ma famille ici, c'était un tout autre discours. C'est une catastrophe, c'est pas bien du tout, on est obligé d'aller à Moaili pour se soigner ou à Madagascar, etc. Donc c'était hyper compliqué pour moi. Je pense qu'en tant que maman, tu as peur de faire le mauvais choix. Tu veux donner le meilleur à tes enfants et tu veux pas leur donner moins. Donc je pense que ça m'a beaucoup freinée. Mais dans mon doute, j'ai eu une très mauvaise expérience du coup pendant ces vacances de 2022. J'ai mon fils qui avait 2 ans et demi et qui s'est cassé le tibia. Ouais. En plus, j'allais en venir puisqu'il y a maladie et maladie en fait. Donc là, c'était vraiment c'était vraiment l'épreuve ultime. Et quand il est arrivé, il est tombé vraiment tout bêtement. Il joue sur la terrasse au ballon avec un cousin à moi et il est mal tombé et il s'est cassé le tibia. Et 2 ans et demi, c'est petit. Et puis tu es aux Comores depuis même pas 2 semaines, ton fils il se casse le tibia. Tu sais pas comment tu le prends. Est-ce que c'est un signe de Dieu pour te dire laisse tomber rentre chez toi, c'est pour ça. Ou est-ce qu'au contraire, tu dois faire preuve de tawakkul pour te dire que non, il y a une solution derrière et Dieu te montre que oui, c'est possible quoi. C'est possible. Sauf que c'est difficile, tu vois. Quand tu vis ça, j'ai toute ma famille, ma mère qui me disait allez, on va à l'ambassade, faut rentrer, on va avancer les billets, comment on fait? Et j'ai mon beau-frère qui lui avait déjà fait quelques mois ici, qui m'a dit non, on va aller à l'hôpital. Donc il connaît un bon hôpital, donc à Santé Militaire. Et il a été pris en charge. Il a très bien été pris en charge. Et ça s'est très bien passé. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Ils m'ont rassurée. Ils ont mis des mots sur chacune des douleurs, sur chacune. Enfin, c'était vraiment bien, c'était très rassurant. Ils ont fait l'effort de m'expliquer, même quand c'est des infirmières qui ne parlaient pas bien français. Ils faisaient venir des personnes qui pouvaient me traduire parce qu'il y avait ça. Et franchement, c'était tellement rassurant. Quand tu es paniqué, tu ne sais pas quoi faire, etc. Ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment rassurée. Et au final, on est resté. Et ça s'est très bien passé. On a fini le séjour avec un enfant plâtré. Mais c'était quand même très bien. Et lui, il a aimé? Et lui, il a aimé. Ouais. Ah ouais, non, lui, il a aimé. Quand on est rentré, j'avais quand même cette crainte. Quand on est rentré en France, on a été voir un médecin pour faire un petit bilan. Et ils nous ont dit qu'il a très bien été soigné, qu'il a été guéri et qu'il fallait pas s'inquiéter. Ah bah super quoi. Et là, je me suis dit non, finalement, c'était peut-être un bon signe. Oui. Pour montrer que ça va, ça se gère. C'est que c'est possible. Alhamdoulilah. Et c'est vrai qu'on ne pense pas au budget santé. Enfin, moi, je l'ai vu, ayant vécu ici, mais c'est vrai que c'est des choses, quand tu n'as pas... Enfin, il faut y penser. C'est clair. Il faut y penser. Oui, mais au niveau budget, il n'y a pas qu'installation de la maison. Il y a la scolarité, puisque à l'étranger, c'est des écoles privées. Bien sûr. Et en fait, il y a plein de détails qui, moi, étaient évidents, parce que j'étais Abdelhamid et tout. J'ai dit, donc, il y a l'école, il y aura les manuels scolaires, puisque tu les payes toi-même. Il y a l'uniforme, souvent, il y a des uniformes. Il y a le budget santé, puisqu'il n'y a plus de carte vitale. En fait, tous ces points-là qui, parfois, on se dit, est-ce que je vais quitter la France, puisque j'ai cette facilité-là? Mais on se rend compte aussi que est-ce que la gratuité est aussi qualitative qu'avant? On se rend compte qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, même s'ils ont des revenus modestes, ils mettent leur enfant en école privée. Parce qu'on se rend compte que j'ai pas tant à gagner que ça. C'est clair. Et là, ça fait 2 ans que tu es revenu, mais même en termes de sécurité sociale, etc., les choses baissent de plus. Tu payes de plus en plus. Oui, donc, au final, qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y gagne en fait? En fait, nous, c'est vrai par rapport à la santé. On s'était posé la question, c'est quoi le budget? C'était compliqué de savoir. Parce que quand on écoutait nos proches, tout le monde ne se soigne pas au même endroit. Donc, ça joue beaucoup quand tu vas en public et en privé, même à l'hôpital. Et on s'est dit, écoute, on va prendre... Déjà, on s'est dit, notre mutuelle à 4, on est à près de 200 € par mois en France. Mais si ne serait-ce qu'on mettait 200, c'est de l'argent, souvent on n'est même pas malade. Pendant 4-5 mois, on ne voit pas le médecin. On paye quand même la mutuelle. Ce que je veux dire. Et je me dis, mais si ne serait-ce qu'on gardait ce budget tous les mois aux Comores, on verra, est-ce qu'on dépense plus ou on dépense moins. Mais en vérité, même, on n'a pas eu beaucoup d'épisodes d'hospitalisation, alhamdoulilah, mais même dans ce cas-là, c'est rien à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que cette gratuité, en fait, c'est juste un frein qu'on a dans notre tête. Exactement. Mais quand tu regardes bien, on n'a pas tant à y gagner, sauf si tu es à la CMU, peut-être. Que, là, ok. Mais quand tu payes tout et que tu n'as pas beaucoup d'aide, non, en fait, ça revient quasiment pareil, voire moins cher dans certains cas. Tu vois. C'est ça.
Donc, et on peut avoir de la qualité. Hein. Voilà, exactement. Moi, j'ai vu quand ma mère est tombée malade. Donc, à l'époque, elle disait, moi, hors de question, je vais pas aller Marouf, etc. Et du coup, on est parti dans un hôpital privé. Et c'est un hôpital, puisque mes parents, ils sont entre la France et les Comores. Okay. Et j'étais venue en 2023 pour 2 semaines. Okay. Et là, c'est la première fois que je voyais mon père. Il fait, bon, ici, il y a un endroit qui est plutôt bien, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de confiance, etc. Et là, je l'ai vu de mes yeux, j'ai dit, ah ouais. C'est, enfin, rien à dire. Après, pour des locaux, je comprends le budget, parce que c'était 100 € la journée d'hospitalisation. Donc, ça peut aller vite selon ce que tu as. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire. À partir du moment où tu as cet argent, tu peux apaiser ton cœur. Ça va. Oui, non, c'est clair. Franchement, les conditions, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis d'accord avec Même moi, ça a changé des souvenirs que j'avais. J'ai dit, ah, bah en fait, c'est ça va. Hein. Et tu vois, c'est là où j'ai compris que quand je demandais, par exemple, un retour d'expérience à mes cousines qui, elles, venaient de la France sur la santé, elles avaient toujours un bon retour. Et quand je demandais à ma famille qui avait des revenus plus modestes, et ben pour eux, c'était une catastrophe parce qu'eux, ils comparaient El Marouf à des hôpitaux publics, enfin privés, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Et on ne va pas se mentir, c'est comme quand tu vas te faire soigner en région parisienne dans une banlieue, bah, le personnel soignant est toujours en sous-effectif. Tu vas aux urgences à 6h du matin, tu ressors à 22h. C'est pareil en vérité. C'est pareil, je suis totalement d'accord. Mais voilà, ça reste un peu plus confortable, on va dire. Là-bas, c'est un peu plus esthétique. Et c'est vraiment une catastrophe, on ne va pas se mentir. Mais j'espère que ça ira mieux. Ah bah, je vois le nouvel hôpital, en tout cas de l'extérieur. J'ai hâte de mais tu sais, quand je suis passée devant, jusqu'à j'ai filmé, j'ai envoyé une copine, elle a dit « Ah, mais c'est réel !» En effet, j'avais vu des photos, mais je croyais que c'était une IA, tellement c'est invraisemblable. C'est de la folie, on est d'accord. Mais c'est de la folie. Moi, j'ai hâte de le visiter. J'attends l'ouverture. On va partir comme un musée, tu sais, genre… Mais tout le monde dit ça, tu sais. Mais c'est incroyable. Hein. Non, ça par contre, c'est une réalité. Le pays avance. Franchement, le pays avance. C'est ça. Oui, et justement, le pays avance et parce qu'on a cette notion par rapport à notre jeunesse. Pour en revenir un peu à cette comparaison de confort, etc. Et ce que je peux entendre, bon, eux, ils ne sont peut-être pas confrontés à cette question de vivre au pays. Je parle de ceux qui ont la vingtaine, la Gen Z, etc. Mais nous qui avons vu vraiment plus tôt ou plus ancien le pays, ben, on voit l'évolution. On voit le avant-après. Une personne qui part de la France, vient au pays, se dit « Ok, vous avez ça, mais pourquoi vous vous excitez sur ça ?» Faut voir d'où l'on vient. Faut voir d'où l'on vient quand même. C'est clair. C'est vraiment quelque chose, quoi. Non, c'est clair. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu sais, j'ai été invitée aux 50 ans de l'indépendance au Héritage. C'était formidable. Et en fait, il y avait je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un humoriste en fait, qui avait pris la parole et qui disait en fait, on a tendance à sous-estimer les Comores en disant qu'on n'avance pas, qu'il y a des endroits où on n'a pas de route, il y a des coupures d'électricité. C'est une réalité. Hein. Il y a plein de choses qui ne devraient pas exister et qui existent encore ici. Et en fait, il avait fait le comparatif avec d'autres pays qui se développaient. Donc, il a montré des pays qui, après 50 ans d'indépendance, se portaient super bien, et d'autres qui n'avaient pas une grosse différence, qui avaient encore d'esclavage, qui avaient encore, après 50 ans, tu vois. Et tu te dis, en fait, on va se juger, nous, par rapport à ce qu'on voit actuellement, mais il y a un vrai comparatif à faire, en fait. Oui. Et il y a d'autres pays qui, eux, ont plus d'aides, qui ont plus de subventions, ils sont beaucoup plus grands et qui se développent beaucoup moins rapidement. Donc, je pense qu'il faut quand même apprécier le fait qu'on avance et pas juste voir le négatif parce qu'en vrai, sinon, on va garder que ça, en fait. Exactement. Il y a plein de belles choses à retenir. Franchement, déjà, j'ai envie de te dire, même il y a 2 ans quand je suis arrivée et maintenant, je trouve qu'il y a pas mal d'évolution en termes d'électricité. Ouais, mais vraiment, en termes d'électricité, là, je vois, il y a un travail infernal qui est fait pour pouvoir mettre l'eau. En tout cas, je parle au niveau de mon village. Ils sont en train de creuser pour mettre l'eau un peu partout, etc. Il y a plein de châteaux d'eau qui sont faits. Il y a des écoles qui sont vachement rénovées. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal… les routes aussi, il faut parler des routes. Je te suis totalement. Moi, j'ai passé mon séjour à faire des allers-retours à Malé. Du coup, c'est dans le sud, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais rien à dire sur… Mais attends, moi, je viens aussi de Dembéni. Donc, quand je vivais ici, parfois, j'allais à Dembéni. Mais je me suis dit, j'y croyais pas, en fait. J'ai dit, mais c'est la même route qu'il y a 10 ans. Ça n'a rien à voir. C'est fou. Vraiment. Avant, tu ne pouvais pas aller loin en petite voiture. Aujourd'hui, non.
Et puis, même on en parle, l'eau, l'électricité, il y en a qui disent qu'il y a des coupures d'électricité. Encore une fois, les coupures d'électricité, quand on avait 10 ans, ça n'avait rien à voir. On avait plusieurs jours sans électricité. On est d'accord. On avait des lampes au pétrole, voilà. Et puis on allait comme ça le soir par l'eau toilette. Mais même pas de toilette. Parfois, je faisais mes devoirs à la bougie, s'il te plaît. Non, mais merci de le dire, puisqu'il y en a, ils disent oui, des coupures d'électricité. Mais aujourd'hui, depuis que je suis là, ça va faire 4 semaines, la plus grosse coupure que j'ai eue, c'est 1 heure. J'ai jamais eu plus d'1 heure de coupure. Et c'est pas 1 heure tous les jours, c'est tous les 3-4 jours. Tu vois. Pareil, parfois ma mère, elle me dit oui, il n'y a pas d'eau. Et je dis comment ça, il n'y a pas d'eau? Et je me rends compte que, puisque le débit, il est moins fort en fait. Et il n'y a pas d'eau chaude du coup, mais l'eau froide, elle est toujours là. En tout cas, l'eau froide, tu auras toujours du débit, de l'eau, il n'y a pas de souci. Il faut avoir le quart d'eau pour se doucher à l'eau froide. Mais même là, parfois, ma mère, elle me dit il n'y a pas d'eau. Je dis mais si. Elle dit oui, mais ça coule lentement, enfin le débit, il n'est pas fort. Mais moi, pareil, j'ai la référence de mes mamans. Avant, il n'y avait pas d'eau. Je prenais mon seau, j'allais à la pompe à Caltex, je remplissais. Oui, moi, je viens de Caltex à la base. Hein. Chez ma coco, c'est Caltex. Donc, il y avait toujours les bagarres. J'essayais de me faufiler comme ça avec mon seau. Et je repartais. En plus, j'étais jeune. Voilà, j'avais pas encore j'avais pas les épaules de je reste encore. Donc, le temps que je ramène mon seau, il restait que la moitié pour me doucher. C'est clair. T'avais tout perdu en chemin. Ah oui, voilà, c'est ça. Et ça, il faut en parler. Donc, même aujourd'hui, quand parfois les gens ils me disent oui, coupure d'eau d'électricité, je dis non. Enfin, ça, tu vis. Franchement, tu vis. La vérité, tu vis. Moi, dans mon village, on a quand même des coupures tous les jours, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 2 ans. Oui. Ça n'a rien à voir. Enfin, franchement, tu peux garder des yaourts au frais toute la journée et ça va rester frais. J'avais oublié ces détails. C'est important. Ouais. Et c'est fou. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de voir un peu le positif. Parce que si on regardait les choses de l'autre côté, du côté positif, on se rendrait compte que franchement, on peut être quand même fiers de nous. Et c'est vraiment bien ce qu'il y a, tu vois. Il y a plein d'infrastructures qui sont faites pour les enfants. Ça, on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Mais après, ça, c'est beaucoup des associations, souvent de la diaspora, qui mettent en place plein de choses. Par exemple, dans tous les villages, aujourd'hui, tu as un terrain de foot ou un terrain de basket. Ça, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. C'est accessible, c'est gratuit. Les bibliothèques aussi, maintenant, c'est quasiment dans tous les villages. Ah, ça, je ne savais pas. Il y en a quasiment partout. On a des bibliobus maintenant qui passent dans les villages. Ça, j'en avais entendu parler par une association pareille. Tu vois. Et même si, imaginons qu'il n'y avait pas tout ça, où il y a encore des villages où il n'y a pas, parce que je ne connais pas tous les villages de l'île, mais on a quand même pas mal de choses. Par exemple, à l'Alliance, il y a plein de spectacles qui sont faits. Moi, je ne suis pas de Moroni, mais franchement, une fois de temps en temps avec les enfants, on va voir un spectacle, on va faire un ciné-goûter, on va faire des trucs comme ça et c'est trop bien, tu vois. C'est top. Il y a plein de choses qui sont faites. Donc, je suis d'accord. Moi, quand j'étais jeune, ma mère m'avait inscrite à l'Alliance, justement. Et moi, j'étais une go des livres. Donc, ce n'était pas forcément les spectacles, mais j'avais retrouvé quand même ce goût d'aller à la bibliothèque, emprunter des livres, lire. Donc, on peut entretenir ça. Et aujourd'hui, j'imagine même pas, quoi. Mais c'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. Dès que je passe devant, je m'arrête, je regarde en fait, c'est un petit tableau où ils mettent tout le programme du mois, s'il y a les ateliers. La dernière fois, on a fait un atelier poterie, c'est trop bien. Ah, c'est bien. Des trucs comme ça. Je ramène mes enfants, mais moi aussi, je gratte les ateliers parce que c'est trop bien. Tu vois. Il y a plein de choses trop bien. Et voilà, je pense qu'il faut juste prendre le temps de regarder, de s'arrêter. Et il y a énormément de monde qui font du bien au pays. Je parle des associations, mais aussi des jeunes qui sont dévoués et qui font pas mal de choses. Ce qui se perd aujourd'hui, je pense que c'est la culture. Il y a de moins en moins de choses. Ça, c'est triste par contre. Oui. Que je suis hyper friande de ça, danse traditionnelle, chant traditionnel, et on en a de moins en moins. Je suis totalement d'accord. Franchement, ça, c'est trop dommage. Ça, dans mes souvenirs, quand même, on avait de très bons souvenirs dans mon enfance. Et malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, mais on ne peut pas tout avoir. Et c'est comme ça. Et ton aînée avait quel âge quand vous êtes arrivée en France? Aux Comores. Elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans et demi. En fait, quand on a quitté, elle était en grande section maternelle, donc elle a fait son CPI. Elle a commencé le CPI. Et comment ça s'est fait, sa scolarité, sa rentrée? Comment elle l'a vécu? Très bien. Franchement, très bien. Moi, c'était ça, en fait, ma limite, entre guillemets, parce qu'il y a aussi, bon, c'est vrai que c'est toujours été un rêve de venir, mais il y a aussi pour les enfants. Je me suis dit que j'aimerais profiter un maximum de leur bas âge pour pouvoir apprendre des langues et apprendre la religion. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, ça va être un peu plus compliqué comme le collège. Donc, je me suis dit, on se laisse quelques années, on va voir ce qu'on a à faire dans un autre pays. Et voilà, les Comores, parce que c'est plus simple pour nous. Et en fait, je me suis dit, si on ne part pas là pour le CP, il n'y aura jamais de deadline parfaite. Le CP, c'est parfait. Oh mon Dieu.
Mais puisque je me reconnais trop dans ce que tu dis. Oh, CP, c'est la transition. Mais c'est une transition, en fait. Mais c'est trop important. Et je pense que de toute façon, les transitions, elles sont toujours compliquées. Tu sais pas, tu as le souvenir, mais à l'école, du CM2 au CP, c'est compliqué. Le CP, c'est quand même pas simple. C'est un autre niveau. Tu dois t'asseoir, faire les devoirs et tout. Donc, je me suis dit, autant faire une vraie transition. On change des pays. C'est radical. C'est ça. Et du coup, mon fils, lui, il a fait sa première petite section. Ah, donc pour lui, c'était plus fluide, je pense. C'était plus fluide. Et même en termes de langue, c'est encore plus facile pour lui. Ah, bah oui, Parce que pour lui, c'est tout à fait normal de parler arabe, comorien, anglais. Trop bien. C'est normal. C'est partie de la scolarité. Pour ma fille, je dois avouer que c'était plus compliqué. Parce que c'était une très bonne élève en grande section maternelle en France. Sauf que le niveau qu'elle avait ici, c'était pas les attentes qu'on avait ici. Et j'ai été surprise. En fait, elle a eu un examen d'entrée. Donc, elle est inscrite dans une école privée. Elle a eu un examen d'entrée du coup pour le CP pour voir son niveau et j'ai été curieuse de voir qu'est-ce que les enfants avaient fait, c'est quoi les attentes en fait. Et il y avait, j'oublierai jamais, mais j'ai vu que des enfants de grande section étaient capables de poser des tables de multiplication à 3 chiffres en français et en arabe. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je savais pas que c'était possible. En fait, j'avais pas dans ma notion du chioni qu'on devait apprendre à calculer en arabe. Et ça m'a trop... Je me suis dit... moi, vraiment, j'ai douté. Je me suis demandé, est-ce qu'elle va être capable de faire ça en grande section maternelle, si tu sais lire jusqu'à 50, t'es un bon élève, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle savait compter jusqu'à 100. Moi, je me suis dit, elle a de l'avance. Ça va être facile. Partout. Le niveau ici, c'est pas pareil. Hein. Le niveau, il a rien à voir. Je pense que le niveau de CP, c'est le niveau de CE2 de France, en fait. Facile. Du coup... Et ça va avec les années... même collège et tout, c'est tout aussi... c'est fou, hein. C'est un très, très bon niveau. Donc, vraiment, là, ça a été un gros coup de stress. Parce que quand j'ai vu un peu les attentes du CP, je me suis dit, waouh, pour moi, ça, c'est un niveau de CE2. Comment on va faire pour rattraper tout ce retard? Donc, on a eu 2 semaines pour passer l'examen. Et elle faisait des cours préparatoires avec la directrice de l'école, du coup. Ah, elle était donc, elle était vraiment elle était hyper sympa, etc. Et elle avait une pédagogie Montessori douce. Et franchement, c'est ce que ma fille recherchait, ce dont elle avait besoin. Donc, elle apprenait par le jeu et c'est rentré très simplement. Ah, alhamdoulilah. Et son examen d'entrée s'est bien passé, sauf pour l'anglais, parce qu'elle n'avait pas de notion d'anglais. Donc, on a fait du coup septembre, octobre, novembre, où elle a été à l'école pendant le premier trimestre, où ça a été compliqué. Pour moi, moi, je ne l'ai pas hyper bien vécu. C'était dur, vraiment, c'était dur. Pas pour elle, parce que je lui disais que pour la rassurer que c'est ça le CP, partout c'est pareil. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est un stress qui t'était propre? Ah non, c'était vraiment moi. Ou elle a stressé aussi à travers toi, tu sais, parfois l'enfant voit un peu tout ça. J'essayais de ne pas la faire stresser, mais moi vraiment j'avais tellement peur en fait. Je me suis dit, tu viens d'arriver, tu viens de changer de pays, tu te demandes est-ce que tu as fait le bon choix, tu es quand même un peu dans le doute, tu vois. Donc j'ai vraiment stressé le premier trimestre. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Elle a pu rattraper son niveau. Mais voilà, on finissait tous les soirs les devoirs à 21h30. Tu vois, c'est pas facile. C'était pas facile, vraiment. Mais alhamdoulilah, tu vois. Et pour elle, de ce que tu me dis moralement, ça allait. Mais physiquement, est-ce que c'était fatigant, du coup, tout ce travail? C'était fatigant. C'était fatigant. Sachant que, tu vois, je m'étais dit aussi que puisque moi, le chioni, c'était aussi une notion hyper importante. On n'avait pas la chance d'avoir beaucoup de cours en France. C'était une fois par semaine, comme tous les chionis traditionnels. Et nous, on essayait d'apporter du soutien, mais on n'était pas les plus pédagogues, donc c'était pas simple. et donc moi, je voulais la faire aller au chioni tous les matins après le Fajr. Je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. C'était trop en fait, réveiller le matin, puis aller à l'école, sachant qu'elle a des vrais horaires, c'est-à-dire 8h, 16h. Comme en France. Ah oui. Et après, les devoirs qui se terminaient à 21h, c'était oui, c'est CP, d'accord, C'était beaucoup trop. C'était beaucoup, beaucoup trop. Elle était tout le temps fatiguée, elle avait des maux de tête même. Ah oui. Et c'est là que je me suis dit, on va essayer de réduire un petit peu. Et puis j'en ai parlé à l'école et j'ai été vachement accompagnée par l'école. Ça, ça faut le dire. Ça, faut le dire, c'est bien. Franchement, une équipe pédagogique, mais vraiment au top. Vraiment au petit soin, quand j'étais fatiguée par rapport aux devoirs, je leur demandais de l'aide, etc. Et ils ont vraiment été là. Et je pense vraiment que ça nous a aidés dans notre installation. Parce que toute la partie enfant, ils ont géré toute cette partie-là. Ah, c'est magnifique, ça. Franchement, c'était une deuxième... Mais même jusqu'aujourd'hui, c'est une deuxième famille. Même là, c'est les vacances d'été depuis 2 mois. On s'envoie des photos, on prend des nouvelles. Ça change, hein. Il n'y a pas cette barrière. Oui, c'est ça. Au début, c'est un peu bizarre. Pourquoi la directrice, elle m'appelle pour savoir si je vais bien? C'est bizarre. Mais toi, ça, c'est la beauté du pays, je trouve aussi.
Que quand ça va, c'est sincère. Ouais. Quand il y a un décès dans la famille d'une maîtresse, bah, tu as toute l'école qui fait. Enfin, c'est fou, mais quand tu n'as pas grandi dans ça, c'est. Ouais, bah, tu sais, tu me rappelles Allah Rahmo qui repose en paix, le directeur d'Abdelhamid. Okay. Quand il avait fait son mandat, moi j'étais déjà revenue en France. Okay. Et c'était l'époque où on était tous sur Facebook et tout. Et je voyais au Jaliko tous les élèves qui étaient là et tout. J'étais là, j'ai raté. Mais du coup, c'était l'événement parce qu'il y avait plein d'élèves qui étaient venus célébrer ça, tu vois. Et je me disais non. Et tu sais, pareil aussi, ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, on n'avait pas ce lien avec les Comores comme aujourd'hui. Tu sais, on devait acheter des cartes téléphoniques, il te restait 2 minutes et tout. Et ça, c'est vrai, on ne se rend pas compte aujourd'hui. Peut-être les Comores manquent moins parce qu'on est toujours connectés au pays. C'est vrai. Alors qu'avant, c'est ça. Ne serait-ce qu'appeler ta coco ou tes cousines, c'était il reste 5 minutes sur la carte, attention, nanana. Et bref, et du coup, même le fait de voir sur Facebook, je revoyais des visages, j'ai fait, oh, c'est un tel, ça. Tu sais, j'avais cette chaleur et je sentais que, je suis pas là. Ouais. Et quand il est décédé, justement, ça m'a fait quelque chose quand même. J'ai fait, oh, mon directeur est décédé et tout. Et mon mari, il n'a pas compris. Il dit, comment ça? Je fais, oui, mon directeur, quand j'étais au pays, quand même, et tout ça. Enfin, je commençais à en parler. Il dit, mais pourquoi t'es touchée? Vraiment, pour lui, c'était incompréhensible. C'est lunaire, genre, comment ça? Je dis, non, mais tu te rends pas compte et tout. Déjà, je me souviens, ma prof d'histoire géo, c'était il y a quelques années. Il me regarde, mais vraiment comme un extraterrestre. Je dis, mais... Et c'est vrai que c'est des choses qui sont propres au pays, en fait. Mais vraiment. Il y a un vrai lien qui se fait, on sait. C'est fou, hein. Et moi, ça m'a vachement étonnée. L'année dernière, j'ai eu le palu. Et donc, ma fille, elle l'avait dit à l'école. Mais t'as toute l'école qui m'a envoyé des messages, même des parents d'élèves. Je me que t'étais malade, des messages de je peux prendre des enfants, c'est des trucs. Ça peut sembler être fou, quoi. Tu te dis, mais ils sont vraiment impliqués. Genre, ils ont le temps. Ouais. Tu vois, et c'est fou. Et je me dis, non, mais c'est trop bien. Et après, quand t'es pas habitué à ça, tu te sens gêné. T'as l'impression de. Enfin, tu te demandes, est-ce que c'est normal d'avoir ce lien-là avec la maîtresse de ton enfant? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais voilà, ici, c'est la beauté du pays. D'ailleurs, ça aussi par rapport aux transitions avec la France, tu sais, puisque là par contre rien à voir avec les Comores, mais j'ai une amie qui est partie vivre au Canada. Okay. Et cette notion de confiance et méfiance. C'est-à-dire que, tu vois, là on sent qu'il y a cette... faut le dire aussi, oui, au pays, parfois, il faut se méfier, on entend des histoires, mais il y a aussi cette chaleur du pays, qu'il y a encore cette confiance, on reste quand même une communauté, on a le même sang, on a la même culture, ça, il faut l'entendre que ça existe encore, et que, il y a l'instinct aussi, on sait à qui on peut confier, ne pas confier, et je trouve que ça, en France, c'est plus difficile. Pourquoi je parlais de mon amie au Canada? Parce qu'on parlait d'une anecdote à un moment où... Elle, pareil, au Canada, il y a des personnes qui complimentaient son enfant ou qui parlaient. Et en fait, elle avait senti ce côté très friendly, tu vois. Et au début, ça lui faisait super bizarre. Elle disait, tu sais, elle avait tendance à vouloir protéger son enfant, alors que là-bas, rien à voir. Et je lui dis, moi, c'est ma schizophrénie de française, en fait. Parce que autant j'ai à cœur d'inculquer à ma fille le bon soupçon, l'amour de son prochain, enfin, toutes ces valeurs-là. Autant je me dis, on est dans un monde de tarés, te laisse pas aller comme ça, tu sais pas qui est qui, le monde est méchant, attention. Mais tu sais, tu es toujours dans ce truc, t'es pas tranquille, t'es pas en paix. Et elle me racontait une anecdote trop bête où elle a dit, tu sais, c'est comme un jour, il pleuvait de fou et tout. Ils étaient revenus de passage en France et en fait, son mari, il passait devant la gare et il a vu une sœur qui était en poussette et tout ça. Et donc, il a dit à la sœur, vous habitez à côté, venez, je vous dépose, il n'y a pas de souci. Et elle était là, non, c'est bon, non, c'est bon, non, c'est bon et tout. Et bon, vu que là, on est du côté du mari, on le connaît, on s'est dit, mais elle abuse. Mais en vrai, en tant que femme, avec la poussette, t'as un homme qui vient, ouais, je te dépose, mais tu veux quoi? Genre, mais continue ta route, qu'est-ce que tu veux? Et elle a dit, je me suis dit, elle en tant que femme, elle s'est dit, oh le pauvre, mais en même temps, elle a compris la sœur, elle dit, mais la France, ça nous rend parano, ça nous rend schizophrène en fait. Mais... pour le coup, je pense que je suis toujours aussi schizo. Ouais. Vraiment, c'est encore très compliqué pour moi de faire confiance. C'est un temps d'adaptation en fait. C'est encore hyper compliqué. Je pense vraiment, tu vois, une fois, j'étais partie à Golden avec une amie. Je crois que c'était pour une fille qui a un business et qui avait besoin de conseils, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et mon mari ne pouvait pas venir me récupérer. Il m'avait déposé, il n'a pas pu venir me récupérer. Donc je lui dis, c'est pas grave, je prends un taxi. Donc je sors de Golden et pour moi, c'est simple. Tu vois, je suis sur la route, je suis sur un taxi.
Je suis restée, je pense, 35 minutes. Aucun taxi. Et il y a plein de voitures qui s'arrêtent et qui veulent m'accompagner à Morigny parce que c'est sur la route. Ouais. Et moi, je dis non, c'est bon. Non, c'est bon. Parce qu'à un moment, je vois le Maghreb qui arrive. J'appelle mon mari, je dis, mais je crois que je vais dormir à Golden. Et toutes les voitures, tu sais, qui passaient. Mais tu sais, quand je refusais, je devais se dire peut-être que j'attends quelqu'un. Oui, vois, ouais. Pas de jugement, quoi que ce soit. Et j'ai fini par monter dans une voiture. Mais j'étais tellement pas bien. Oui. J'ai envoyé des messages à mon mari. Là, je suis à tel endroit, je t'envoie ma localisation. Et le mec, il m'a pas calculé, tu vois, de toute la route. Il m'a pas calculé. Il m'a même pas parlé. Il m'a dit, ça va, vous allez bien? Bon, ok, je vais à tel endroit, je te dépose à tel endroit. Je suis ok. Il m'a déposé. Mais même quand je suis descendue de ta voiture, je me suis dit, non, mais genre vraiment, c'est normal. C'est ça. Et tu c'est vois, fou. c'est vraiment difficile puisque, bon, faut le dire, il y a des fous, mais il y a des gens bien intentionnés. Et moi, enfin, je ne sais pas si toi, ça t'a fait cet effet-là, mais moi, parce que ça m'est arrivé des anecdotes comme ça, je me dis, mais miskine, j'ai mal pensé ou je suis tout de suite partie dans des extrêmes. J'ai pensé de ça du frère ou d'un père de quelqu'un, d'un cousin. Comme on pourrait penser ça de mon frère si demain il fait cette action-là, tu vois. Et je me dis, ouais, je suis rude et tout. Mais en même temps, c'est la vie qu'on a. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Hein. Et même après, j'ai eu quand même quelques réflexions de mes proches, tu vois, qui me disent, tu ne l'as jamais des enfants, tu ne les fais jamais garder. Je crois qu'on n'a jamais élevé des enfants, mais c'est pas méchant, c'est juste que j'ai pas l'habitude en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est compliqué de couper ou de faire comme nos parents ont pu faire, ou me dire tu peux aller chez la voisine, faire regarder un film là-bas. Je suis pas capable de faire ça. Je pense que c'est trop ancré en moi. Et c'est dommage, hein, mais j'ai encore du mal à faire ça. Ouais. Après, je pense qu'avec cette génération, ça s'entend un peu plus aussi. Ça se comprend, ça s'entend un peu plus. Enfin, moi, je vois même des familles qui, de base, étaient par exemple très strictes. Le dernier enfant, je sais pas, elle peut sortir, elle peut faire des choses. Donc, les mœurs changent et ça, c'est international. Bien sûr. Ça, franchement, c'est international, quoi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tes enfants t'ont fait des petits retours ou t'ont témoigné certains manques ou au contraire le fait qu'ils soient plus heureux ici? Alors, oui, ça a été assez compliqué. L'année dernière, pour mon dernier, donc du coup, il voulait absolument rentrer en France. Donc, il ne voulait plus du tout les Comores, ça l'avait lassé. Il disait, je ne veux plus habiter aux Comores, mais vraiment, c'était dur, quoi. En tant que parent, tu entends ça, tu te remets toute ta vie en question. Il avait fait les tours ou enfin, c'était quoi ses arguments? C'était que j'aime plus la France, j'aime plus le Comores, il y a trop de moustiques, il fait trop chaud, c'était plein toutes les petites choses de la vie, bah voilà. Ou par exemple, on va à un magasin, on cherche du fromage. Ah bah tu vois, en France, alors qu'il a quitté la France il avait 3 ans. En France, on aurait trouvé, enfin tu vois, bref. Plein de trucs comme ça, plein de pics tout le temps. Et j'ai ma famille qui est venue en vacances. Et quand ils sont venus, il m'a plus du tout fait la réflexion. En fait, j'ai compris que c'était la famille qui me manquait. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, avec mes sœurs, on a quand même des enfants rapprochés. Ah, c'est super ça. Donc, ils s'entendent hyper bien. Et ici, j'ai pas une grande famille. Tous mes frères et sœurs sont en France, mes parents sont en France. Donc c'est compliqué du jour au lendemain, tu passes tes week-ends tout seul, où on n'est que tout le temps en famille. Et je pense qu'il n'arrivait pas à mettre des mots sur ça, il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui manquait de la France, mais en fait c'était sa famille qui lui manquait. Donc quand ma famille est venue, ça allait mieux. 3-4 mois plus tard, il m'a refait la phase. On est parti, c'était prévu, hein. Je n'ai pas pris un billet. On est parti en vacances en France. Et au bout d'un mois, on est resté 3 mois en France. Et au bout d'un mois, il n'en pouvait plus. Il a compris pourquoi. Il s'est dit, en fait, comment on peut faire plein de choses. Ma chambre, elle est plus grande, ma maison, elle est plus grande. Et donc après, j'ai compris que c'était la famille. C'est compliqué pour les enfants. Puis maintenant, il est plus grand. Il arrive à mettre des mots sur ses émotions et dire que voilà, la famille, donc voilà, je leur laisse mon téléphone, ils appellent en visio les cousins, cousines, etc. Mais c'est pas facile et ça fait de la peine même pour moi, tu vois. J'ai plein de neveux, je les vois pas grandir. C'est triste, quoi, tu vois. Quand tu as l'habitude de les voir tous les week-ends et du jour au lendemain, tu les vois 1 ou 2 fois par an, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça joue parce que là, c'est l'effet inverse. Il y en a qui retrouvent une famille ici. C'est ça. Et d'autres, au contraire, sont en France où il y a plus... C'est plus compliqué, tu vois. Et je me dis que si on aurait été, par exemple, je sais pas moi, à Dubaï ou au Maroc, ça aurait été plus simple de partir plus souvent, en fait. Mais là, partir en France, c'est l'autre bout du monde, en fait. C'est toute une organisation, il faut tout planifier.
C'est un prix aussi. Ouais, c'est un certain prix quand même. Tu vois, 5 000 €, c'est les fondations d'une maison ici. Tu vois, tu réfléchis à 2 fois. Tu vois. Et puis même, on ne s'est pas dit, quand on est parti de la France, on s'était dit, maintenant qu'on ira moins aux Comores, on ira visiter d'autres pays. Sauf que la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on a des vacances, on part en France. Ce qui est notre famille, il suffit qu'il y ait un mariage, que les parents soient malades. En fait, on revient. C'est toujours pareil. On a fait quelques. Voilà. Mais c'est toujours France-Comores. France-Comores parce que notre attache maintenant, c'est la France en fait. C'est notre famille. Quand tu as des événements importants, il faut aller en France. C'est vrai que je ne pensais pas tourner sur ça, mais maintenant que tu en parles, c'est important. L'occasion de partir, de voyager en fait, même quand on vient des Comores, parce que je ne sais pas pourquoi dans l'inconscient collectif, c'était aux Comores, tu n'as pas les moyens de faire quand même des tours du monde, alors qu'il y a de très beaux pays déjà à côté. Du coup, tu disais qu'il y aurait eu cette envie de base de partir dans ces pays à côté, mais finalement, ça se rabat sur la France. C'est ça. Mais est-ce que quand tu vas en France, tu as l'impression que c'est moins des vacances? Ah non. Et bizarrement, j'étais saturée de la France avant de partir, mais quand je retourne en France, j'apprécie tellement la France. Et en fait, je vois plein de belles choses que je voyais plus de la France. Ça fait chier. Ouais, c'est fou, hein. Mais maintenant, je trouve que la France, c'est hyper bien. Et puis, j'essaie de voir que le positif, en fait. Il y a toujours des racistes, des gens mauvais. C'est comme partout, en fait. Et j'apprécie, je sais pas moi, prendre des transports. Un truc que je ne pouvais plus faire il y a quelques années. Je saturais, j'étouffais. Aujourd'hui, prendre le métro, je trouve ça fait une sortie, quoi. Pour les enfants, c'est trop bien. Et je sais pas ce qui a fait. J'ai peut-être le fait de s'éloigner pendant plusieurs mois de la France. Mais aujourd'hui, aller en France, c'est un plaisir. J'apprécie. J'apprécie plus la France, les Français, la nourriture. C'est des vraies vacances. Tu vois le bon côté. C'est ça. Je vois le bon côté. Mais je pense qu'à un moment, j'étais tellement étouffée et saturée que je voyais que les racismes, je voyais que, je sais pas, le voile dans les transports. Je voyais que ce qu'il fallait pas voir, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, non. C'est une distance qui a fait du bien, quoi. Et puis je pense que je me considère un petit peu moins française, donc je me dis, je suis comme une touriste en France. Oui. Je suis content que je viens dépenser mon argent, mon franc comme rien chez toi. C'est ça. Je me vois comme une touriste et voilà, je pense qu'il y a ça, mais voilà. C'est une distance qui fait du bien, quoi. Complètement, mais vraiment. Là, je pense que c'est propre en général. Alors, moi, j'ai ressenti ça plus quand je vivais en Arabie et que je revenais chaque été, en fait. Et j'ai commencé à apprécier, mais genre vraiment, je disais, mais la France, c'est trop bien. C'est vrai. Les gens, ils critiquent, ils ne se rendent pas compte. Déjà, même tout ce qui concerne le racisme, le voile, etc., même si ça existe en France, mais je me suis beaucoup calmée, puisqu'en Arabie, j'ai rencontré des personnes qui viennent des pays de l'Est, où il ne faut pas croire, aujourd'hui en 2025, peut-être mon discours est complètement biaisé, mais à l'époque, c'était assez compliqué quand même, l'islam, etc., les pays aussi comme Ouzbékistan et tout. J'avais une amie qui était chinoise, qui, elle me disait, depuis qu'elle était partie en Omra, le fait qu'elle avait un visa, un tampon saoudien, elle ne pouvait plus retourner en Chine, donc ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas retournée en Chine. Non. Et je disais, mais comment tu fais pour voir ta famille? Elle fait, un jour, on s'est rejoints en Égypte, mais pareil, comme ils ont eu un visa égyptien, donc quand ils ont vu ça sur leur passeport, sa famille n'avait plus le droit de quitter la Chine. J'entendais des histoires, je dis, mais moi je pleure puisqu'il y a quelqu'un qui m'insulte dans le métro, mais ma vie elle est trop belle en fait. Complètement. Et en fait, j'ai eu des histoires de dingue quand j'étais en Arabie, j'entendais des témoignages de fous, je disais, mon petit facho, il est gentil en fait, tu vois. C'est clair. Ça va. J'ai appris à apprécier la culture, mine de rien, c'est bête, mais les infrastructures, les appartements haussmanniens, etc. On dit tout le temps, oui, Paris, c'est une ville pleine d'histoire. Quand tu es dedans, tu ne vois pas ça, mais quand tu pars, tu t'en rends compte. Complètement. Tu t'en rends compte. Tu te dis, surtout des pays assez bling-bling comme Dubaï ou même l'Arabie, etc., tu revois la valeur de l'ancien en fait. Et comme tu dis, tu reviens comme une touriste. Oui, vraiment. Et c'est une période, maintenant ça y est, ça fait 6 ans que je suis revenue vivre en France, mais pendant cette petite période-là, j'étais comme une touriste et les gens ils me disaient, mais t'abuses. Je dis, mais vous vous rendez pas compte? Mais vraiment, c'est fou. Hein. Et je pensais que c'était propre à cette expérience, mais non, même aux Comores, du coup... Moi, j'apprécie, quand je vais en France, j'apprécie le moment, j'apprécie tout. C'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien. Je pense pas à retourner vivre en France aujourd'hui, je pense pas. Je sais pas de quoi je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, c'est pas mon souhait.
Si je devais quitter les Comores, je pense que j'irais voir un autre pays. Parce que je me dis, une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le faire 5 fois. Il n'y a rien qui... Voilà. Mais j'apprécie la France aujourd'hui. Alors que vraiment, avant de partir, j'en pouvais plus. Je saturais et je disais, mais vraiment, je ne sais pas ce qui va me faire venir en France, mais je ne reviendrai plus, c'est faux. Je suis revenue 3 mois après. Et j'étais très contente. Donc voilà quoi. Donc, là, on va arriver sur la fin. Et j'ai encore une ou deux questions. Okay. Mais déjà, merci pour ce que tu as partagé, puisque c'est vrai qu'on n'a pas... En tout cas, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre des témoignages un peu poussés sur le rapport aux enfants, la scolarité, la santé, les détails de la nourriture. Ça compte, hein. Les gens, ils peuvent se dire que c'est des détails, mais c'est prenant. C'est très prenant. Autant en tant qu'adulte que pour les enfants. Mais quoi. Bien sûr. Non, faut le dire aussi. On a nos petits plaisirs, on a nos petits conforts. Comme tu dis, même les moustiques. Ouais, c'est clair. Nous, peut-être, on ne voit pas, mais je sais que ma fille, rien à voir, elle était partie en vacances à Oman avec la famille de son papa. Et je disais, t'as aimé, puisque sa tata, elle m'avait envoyé plein de photos et tout. Je disais, mais franchement, c'est trop bien, tu te rends pas compte. Moi, à ton âge, je faisais pas des voyages comme ça et tout. Elle disait, oui, c'était trop bien, mais bon, bof. Je dis, mais c'est quoi cet enfant? Je dis, comment ça, bof? Elle fait, il fait trop chaud. Je dis, mais t'as la clim partout. Elle fait, oui, il y a la clim, mais il fait trop chaud. Je dis, et c'est pour ça. Elle dit, oui, donc c'était bien, mais bof. Je dis, mais comment ce détail peut te faire un contre? Ouais, c'est... Tu te rends compte de ce que ta tante t'a offert quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'elle a un peu grandi, parfois je lui reparle d'Oman, elle fait non, trop chaud là-bas. Je dis non, mais non en fait. Mais ouais, pour les enfants, c'est des détails qui comptent. Qui sont importants. Ouais, et faut pas rabaisser ces détails-là en fait. Il faut savoir les écouter. Bon, il ne faut pas tout remettre en question pour ça, mais il faut savoir travailler le confort puisque ça joue. Comme on le disait au début, pour d'autres personnes plus grandes, ça fait partie des détails qui font que ça peut casser un lien, complètement. Un lien avec le pays, quoi, ces détails de confort. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tes enfants, eux, tu m'as dit ton fils, pour lui, ça, je veux retourner aux Comores et tout, mais déjà même avec la langue, est-ce qu'ils savaient parler comorien avant Pas de du venir? tout. Ils ne le comprenaient même pas. D'accord. Et aujourd'hui, ils le comprennent couramment. D'accord. Et ils le parlent. Ouais. Wow. Ils le parlent mieux que moi même. Waouh. Et c'est trop bien, surtout ma fille. Après, mon fils, c'est encore un peu compliqué, mais en tout cas, il le comprend parfaitement. C'est-à-dire qu'on peut lui parler en comorien, il va comprendre. Mais le parler, mettre des mots dessus, c'est compliqué. Quand il n'a pas le choix, par exemple, il joue avec des petits à la maison qui ne parlent pas français. Je vais l'entendre dire quelques mots et ils vont se comprendre. Mais il ne fait pas des grandes traces comme ma fille qui, elle a appris hyper rapidement. Et vraiment, ça a été hyper simple pour elle parce que quand on est arrivé, je pense que ça lui a pris peut-être 2 ou 3 mois. Mais à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, elle demandait ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Ah, elle avait cette curiosité. Ah, non, mais vraiment. C'est bien. C'était lourd même. Ça veut dire quoi? Et ce mot, ça veut dire quoi? Mais pourquoi elle a mis ce mot avec... Et elle a appris, aujourd'hui, quand je parle comme elle se moque de moi. Pour te dire. Mais elle a une vraie intelligence, je ne sais plus comment s'appelle cette intelligence, mais de langue oratoire, parce qu'elle s'est fait une logique grammaticale, ça veut dire en fait. Et puis elle me dit, maman, tu ne peux pas conjuguer ce mot comme ça. Mais c'est incroyable. Allahumma barik, vraiment, que Dieu la préserve. Et moi, c'est encore un peu compliqué, mais ouais, non, c'est fluide pour elle. C'est trop bien. Je suis impressionnée, franchement. Mais même après, je me dis, bon, c'est un enfant, apparemment, ils s'apprennent plus rapidement. Oui, c'est comme ça. Mais elle en voulait, je pense qu'elle avait vraiment envie d'apprendre. Et c'est d'autant plus impressionnant puisque tu m'as dit à l'école, il y a eu ce gros rythme aussi qui s'est fait. Complètement. Vous êtes arrivés un peu avant la rentrée ou On est arrivé un peu avant la rentrée. On est venu fin juin, mi-juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Donc, on a eu 2 mois et demi, sachant qu'ici, la rentrée, c'est pas le 1er septembre. Oui, c'est mi-août. Fin août, c'est fin septembre. Non, c'est fin septembre. Et même certaines écoles, c'est début octobre. Ah oui, d'accord. Le bac, il est encore décalé jusqu'en été ou ça se fait plus, ça? Parce que je sais que c'est ça qui... Il est décalé jusqu'en été. Enfin, décalé par rapport à la France, mais pour ici, c'est normal, je veux dire. Oui, il est toujours décalé par rapport à la France, mais peut-être moins qu'avant. D'accord. Puisque avant, on avait des examens en juillet pour des résultats en août, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça, d'accord, ok.
C'est toujours la même chose. Mais en tout cas, je sais que depuis que je suis là, les 2 années, du coup, les 2 rentrées scolaires qu'on a fait, et ben à chaque fois, on n'a pas de date fixe par rapport à la rentrée. Il faut toujours attendre la date officielle. Très souvent, c'est fin septembre ou début octobre. Ouais, ça n'a pas changé, ça. Ah, je savais que c'était nouveau et voilà. C'est toujours la surprise. On se prépare depuis le 10 septembre et on attend. On attend. C'est bizarre, hein, pas de l'habitude. Ouais, non, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre, tu te dis, ok, sauf que toi, tu travailles, tu t'organises comment je sais pas. Je sais pas comment font les autres parents, mais... Ouais, c'est très... Enfin, je dis décalé, puisque j'ai une référence française, mais ouais, pour ici, non, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Je vois que ça n'a pas changé. Bon. C'est toujours pareil, ouais, du coup. Ouais, donc elle a eu le temps quand même de se poser un peu avant de faire sa rentrée. Oui, ouais, complètement. Ouais, elle a eu le temps et elle avait hâte quand même. Hein. Je lui ai bien vendu le truc aussi. Hein. Et donc, au niveau de l'école, puisque bon, il y a de plus en plus de retours, du coup, est-ce qu'il y avait forcément que des locaux dans sa classe ou... Pas du tout. Ouais, ça doit jouer aussi. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y en avait, hein, dans son école en règle générale, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent de France. D'accord. Mais il y avait quand même pas mal de locaux. Donc, et puis ceux qui étaient là depuis longtemps, ils parlent couramment comorien. Ça veut dire que dans la récréation, je pense que ça l'a beaucoup aidé, à mon avis. Hein. Oui, dans la récréation, ils doivent parler en comorien. Ouais. Et voilà, c'est plus simple pour eux, quoi. Ouais. Non, ça c'est... Je pense que c'est l'avantage de cette nouvelle génération, enfin nous parents qui rentrons. Puisque moi, par contre, quand je suis arrivée, je me rappelle, j'étais la fille de France qui rentre. Tout le monde me regarde, ah, c'est elle qui vient d'arriver. Enfin, et moi, sachant que j'ai une personnalité très introvertie, donc ça aide pas, tu vois. J'étais là, oui. Tu sais, la moindre chose. Et c'est trop marrant, parce que c'est des détails qu'ils m'ont raconté après. Après ça, j'étais une go du pays. Oui. Mais ça m'a fait trop, tu sais, des détails. Genre, moi, je suis arrivée, j'ai sorti ma trousse. Et j'ai une pote, je me rappelle, elle m'a dit, Mamelle, tu sais, quand t'es arrivée, t'as commencé à sortir ta trousse. On était tous en mode, mais elle a quoi, genre Elle veut prouver quoi? Ouais, elle veut prouver quoi? Je dis, mais vous êtes sérieux? C'est quel vieux détail et tout? Mais tu sais, t'es épié dans tes moindres faits et gestes. Et ça, c'était... Et quand j'en parle à d'autres personnes qui ont vécu aux Comores aussi, mais qui ont une personnalité plus extravertie, ils m'ont dit... Ah, toi, ta rentrée, elle a été comme ça? Je dis, ouais, non, les gens n'ont pas été mauvais. Par contre, vraiment, ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé. C'est vraiment... Ça, je l'accorde qu'à moi-même, c'est moi et ma personnalité. Okay. Et puisque eux, ils me disaient, ah non, moi, je suis arrivée en mode, je suis comme ça, il y a quoi? Tu vois, genre imposant. Les gens peuvent parler, pas parler, mais elle a fait justement, enfin, plusieurs témoignages de gens qui m'ont dit, je ne voulais pas arriver tête baissée, au cas où on voulait me tester. Je suis arrivée comme ça en classe, je me suis assise, voilà. Okay. Mais en tout cas, tu as ce jeu, que tu sois introverti ou extraverti, t'es la personne de France qui débarque, t'es la seule. Ouais. T'es le nouveau de l'année, on va te regarder, tu vois. Okay. Et ça, je le vois parce que j'entends plein de gens qui rentrent. Je me dis, ben, il y a peut-être moins ça pour nos enfants aujourd'hui, tu vois. Ouais, je pense que c'est un peu plus simple. Ouais. Et il y a plus de connexion aussi, encore une fois, ça, je tiens à le dire. C'est vrai. Moi, je le vois même des clientes que j'ai pu avoir qui, par exemple, sont venues en France après le bac et tout ça. Et même elles, quand elles me parlent des Comores, enfin, parfois on peut être amené à échanger. Je dis, mais même elles, les Comores qu'elles connaissent, encore une fois, pourtant elles sont nées, ont grandi ici, c'est même pas les Comores que moi j'ai eu encore une fois, tu vois. Et c'est ce que je dis à mon père, je dis, mais tu sais, papa, aujourd'hui, les jeunes aux Comores, ils ont des conditions de vie que même moi en France, j'ai pas. Ouais. Ils ont des iPhone 16 Pro Max. C'est normal. C'est... Moi, tu sais, quand on me dit, mais attends, tu travailles, tu es influenceuse, tu travailles sur TikTok et tu as un iPhone 13 qui fonctionne, il n'y a même pas une rayure. Pourquoi je vais le changer? C'est ça. Je sais pas. Mais je te jure, tout le temps, on se moque de moi à cause de ça. Ça me fait trop rire. Je me dis, je sais pas, ça me paraît... Ah, mais au moins, toi, on va dire que c'est ton phone. Tu vois, moi, là, je filme avec l'iPhone. Ouais. Mais genre, ça, c'est ma puce... Enfin, en France, c'est ma puce Free à 2 €, tu vois. Sinon, mon vrai phone, c'est mon Poco, là. Okay. Donc, parfois, quand les gens ils me disent contact et tout, automatiquement, je sors ce phone. Ils me disent, mais c'est ça ton phone? Genre... Je dis, non, j'ai un autre phone à côté, mais il me sert vraiment de caméra, quoi, tu vois. Je ne suis pas à un niveau où j'ai besoin d'avoir un vrai forfait dessus, tu vois. Mais ouais, les gens, ils me disent, mais comment ça, même c'est ton phone perso, tu as un Poco et tout. Je dis, mais vous savez, c'est quoi? Et moi, pas ma nouvelle excuse, mais souvent, je dis aux gens, je fais écouter, je suis maman, j'ai pas que ça à faire de mettre un salaire dans un téléphone. Ouais, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Et souvent, quand je dis ça, les gens, ils sont là, je dis, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi. Ouais.
Mais je pense qu'on n'a pas la même... on n'a pas les mêmes priorités. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je suis venue ici. Tu sais, quand je suis venue ici, j'avais quand même, malgré moi, j'avais un peu ce regard de sauveuse. Tu sais, je viens de France, donc forcément, j'ai quelque chose à t'apporter, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait juste pas les mêmes priorités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autour de moi que je considérais comme étant pas stables financièrement, en difficulté financière. Mais en vérité, c'est des personnes qui avaient Canal+ chez eux. C'est des personnes, tous les 3 jours, ils avaient un nouveau carton de Mabawa, tu vois. Mais je sais pas, mais on n'a pas les mêmes priorités. Tu vois, je veux dire, ça me paraît pas logique de te dire que tu as un salaire de 150 € et tu rationnes pas ta nourriture pour tenir un mois. Tu vois. Ouais. Je dis, moi, c'est un comportement de pauvre que j'ai depuis petite. On avait un sac de pommes de terre, 25 kilos de riz, et puis on devait rationner pour... j'ai grandi comme ça, donc du coup, j'ai gardé ces mauvaises habitudes, ou je sais pas. Mais ça me paraît logique, en fait, de faire attention à tes dépenses et de te dire que personne ne viendra te sauver, en fait. Donc, tu n'as pas le choix. C'est où tu fais avec ce que tu as ou tu fais plus rien. Sauf que ici, non, c'est pas... Aujourd'hui, j'ai envie de manger du poisson. Le poisson, il coûte 6 €, je vais l'acheter. C'est normal. Ouais. Alors que, pour moi, quand j'ai pu me permettre ce genre de privilège de « qu'est-ce que je vais manger ce soir alors que mon frigo, il est plein ?» c'est parce que financièrement, j'ai pu me le permettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas avec un SMIC que j'ai pu me permettre d'aller à Leclerc et m'acheter un gros pavé de saumon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ici, c'est normal. Tu vois, et pour moi, c'est juste une question de priorité. On n'a pas les mêmes priorités. Quelqu'un, il peut mettre son Tsingo qu'il a pris 10 mois à payer dans un téléphone pour frimer et faire 2-3 stories WhatsApp, pendant que d'autres qui vivent en France avec un SMIC ou 1 500 ou 2 000 €, ils vont rationner pour pouvoir construire ou faire quelque chose de plus impactant pour leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes priorités et j'ai vite compris qu'en fait, je pouvais sauver personne. En fait, on n'a pas la même réalité et il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer. Pour eux, c'est ça la vie. Tu vois, c'est comme ça. Et puis, la vie, elle est faite pour vivre. Donc voilà. Ouais, je trouve que c'est une belle conclusion. Et ce que je rajouterais aussi, c'est qu'il y a des gens... on n'a pas tous les mêmes besoins de confort aussi. Complètement. Ça, je l'ai remarqué déjà quand je vivais ici, mais aujourd'hui encore. Et pour certains, même si tu leur donnes les moyens je sais pas, d'avoir un autre confort de mobilier ou quoi, ils sont bien là, ils sont bien comme ils sont en fait. Ça. Ils n'ont pas ce besoin-là, non. Et c'est là où la notion de richesse varie aussi. C'est ça. Oui, complètement, on est d'accord. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé, parce que ma fille, c'est la 3e fois qu'elle vient là. Okay. Et là, elle a 9 ans. Et donc là, c'est des notions plus poussées que j'essaye de lui inculquer. Que tu sais, la notion de richesse, c'est pas pareil. On voit pas tous les mêmes choses pareilles. Et toi aussi, là, c'est quand j'essaye de la faire méditer sur elle-même, comprends aussi le confort que tu as, tu vois. Mais ne pense pas que ton confort te rend supérieur aux autres non plus. Et ça, c'est une petite leçon de morale. Je l'ai fait quand on était... Parce qu'une fois, elle voulait venir avec moi à Malais quand je faisais les massages. Okay. Et la dame qui me fait les massages, tu sais, c'est dans une maison en tôle et tout. Et quand on est sorti de là, j'en ai profité pour faire un petit speech à ma fille, tu vois. Et je lui ai dit, tu vois, cette personne ne se sent pas forcément... n'est pas moins que nous. Et elle-même, ça se trouve, elle est très bien comme elle est, tu vois. Mais prends aussi conscience que toi, ce que tu as, c'est un privilège, tu vois. Ouais. Et quand parfois je te dis, non, ça, je ne peux pas acheter... Et que tu dis oui, mais ma copine, prends conscience que ta copine a ça, mais il y en a qui ont pas, tu vois. Et là, je vois, ça commence à rentrer dans sa tête, puisqu'elle voit aussi. Et ça, je trouve, c'est important pour en revenir aux enfants, et même finir sur ça, d'amener ses enfants au pays ou de leur montrer, même si ce n'est pas aux Comores, leur montrer d'autres conditions de vie. Je suis d'accord. Parce que c'est... c'est surtout cette génération-là, je sais pas si... Bon, nos parents ont dit pareil de nous, on dit ça de nos enfants, ils diront pareil des leurs. Mais il y a une vraie prise de conscience à avoir sur la notion de richesse, de chance, de privilège, que je trouve qu'on avait un peu plus quand même. Ouais. Et là, en fait, je trouvais qu'avant ses voyages aux Comores, elle ne voyait pas ça, mais là, elle a un âge où elle commence à voir, et j'insiste beaucoup dessus. Je vois et conscience, tu vois. Je pense que quand même, ici, on vit quand même entre 2 niveaux de richesse. Oui. Donc, c'est plus simple. En fait, tu vois, quand tu es en France et que tu dis à ton enfant, il y a des enfants, ils n'ont rien à boire, rien à manger. En fait, ici, tu es confronté à ça tous les jours. Tu le vois. Là-bas, c'est que des mots. C'est clair. C'est exactement ici, ça. Ici, tu prends conscience. Tu vois, tu n'as pas besoin de leur dire en vérité. Enfin, c'est logique, tu le vois. Ouais. Et c'est pas plus mal.
c'est bien parce qu'ils prennent conscience et je me rends compte que c'est vraiment un gros travail d'éducation qu'on a en moins comparé à quand on est en Europe où on ne voit pas les gens qui souffrent et pourtant il y en a. Hein. On ne le voit pas, ils sont cachés, ils sont chez eux et puis on ne voit pas qu'il y a des gens qui ont le frigo vide. Ouais. Et même la notion de souffrance, elle n'est pas pareille puisque, comme tu dis, c'est un frigo vide, donc tu es quand même dans un logement. C'est ça. Et tu as toujours les échos plus. C'est ça. Tu as toujours Aldi, tu as toujours… Tu sais, ça, c'est une conversation que j'avais avec une amie à moi qui est née, qui a grandi ici. On était dans la même classe. Et là, on s'est vus en France. Bref, elle m'avait invitée à manger et tout. Et elle me disait justement qu'elle avait une conversation avec son mari de la notion de hess, la notion de misère. Et lui, il disait, en tant qu'enfant de banlieue, oui, la hesse et tout. Et elle disait, moi, parfois, je dis à mon mari, mais c'est pas la hesse que tu me racontes, qu'est-ce que tu me dis? Et elle fait, parfois, on a ce débat et tout. Elle fait, mais toi, Mel, tu vas comprendre, parce que tu es une fille de banlieue et tu as vécu aux Comores. J'ai dit, et je suis d'accord avec toi. J'ai dit, je comprends ce qui définit par la hesse, et oui, ça faut que tu l'entendes pour la France et tout, nanana. Elle dit, oui, maintenant, je vis en France, je le vois. Mais Amel, t'as vu les Comores, quand t'as pas, t'as pas. J'ai dit oui. Quand on n'a pas, on n'a pas. C'est pas bon ce soir, vas-y, il y a peut-être une conserve de thon, une conserve de… Il n'y a pas. C'est ça. Tu serres ton ventre. C'est chaud, hein. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais en tout cas, c'est un beau travail que tu as réussi à faire. Merci beaucoup. Et tu peux être fière de toi, en fait, d'être allée au-dessus de toutes ces appréhensions. De tous ces challenges en fait qu'il y a eu, d'avoir su mettre le confort. Parce que c'est la première chose que tu as dit, il faut l'appuyer, c'est tu as mis les conditions aussi. Tu n'es pas venu qu'avec le mental, moi j'aime les Comores, on va tous aux Comores. Non, je suis pas égoïste, j'ai des enfants et puis c'est mon rêve à moi, c'est pas forcément le rêve de mes enfants, de mon mari. Donc il fallait faire en sorte quand même. Et bravo d'avoir réussi franchement. Merci beaucoup. Et j'espère que pour tes enfants, ce sera qu'un meilleur. Qui te le remercieront. Toi aussi au niveau de tes doutes, fait que tu as pu aller au-dessus de tout ça. Je trouve que ce qui est important dans ce que tu as dit aussi, tu as pu avoir des retours de famille. Et ici, tu n'étais pas toute seule, puisque tu avais ce lien-là. Tu n'es pas venue, enfant de la diaspora, je me jette sans aucune notion. C'est clair. Donc ça, c'est important et ça joue. Quoi. Ah, c'est clair. Tu avais des épaules ou tu avais des repères, en fait. Donc, c'est important. Mais après, j'ai envie de dire aussi, moi, je trouve que, pour finir, je trouve que, en fait, encore une fois, là, on parle de la France où on a tendance à être tout seul dans notre coin, à faire nos choix de notre côté. Mais je trouve qu'ici, c'est très facile d'aller voir quelqu'un et lui poser la question sur comment tu as fait pour lancer ce projet-là, comment tu as fait pour construire, c'est quoi ton travail. En fait, c'est tout à fait normal. Enfin, ça m'arrive quasiment tout le temps. Il y a une jeune fille qui vient au restaurant pour me dire « Oh, t'as ouvert un restaurant, j'ai vu, je te suis sur les réseaux, machin. » Et c'est normal, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et au départ, ça peut sembler être bizarre. Tu te dis, mais pourquoi Enfin, tu vois, en France, on pourrait se dire, mais c'est bizarre, tu vas me poser des questions hyper privées. Et en fait, ici, c'est tout à fait normal, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à demander conseil sur un parcours, sur une histoire, sur qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi. Il ne faut pas juste envier ou se dire, elle l'a fait ou elle l'a pas fait, parce qu'il y a un contexte. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que si j'aurais pas fait de e-commerce et que si moi et mon mari, on serait pas entrepreneurs, peut-être qu'on aurait réfléchi à deux fois. On avait quand même une certaine stabilité financière qui nous a fait dire qu'en vérité, en France, on n'avait pas vraiment d'attache financière. Tu vois, on avait besoin d'Internet pour travailler. Donc déjà, c'est une facilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, avoir ça, c'est un vrai confort. Au-delà de ça aurait pu être Bali, ça aurait pu être Dubaï, ça aurait pu être partout. C'est tombé sur les Comores parce qu'on avait déjà quelque chose ici. Et donc forcément, en vérité, pour nous, ça a été la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, il y a un contexte. Exactement. C'est pas si simple. Donc je pense que c'est important aussi de se dire que quand on veut aller quelque part, c'est important de demander conseil. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, peu importe où tu veux aller. Toi, demain, tu as envie d'aller en Malaisie. Je suis sûre que tu trouveras des filles, des sœurs qui sont en Malaisie et qui répondront à tes DM et qui te conseilleront, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Tu en auras peut-être 5 qui vont te laisser en vue, mais tu en auras certainement une qui va te… C'est ça. Vraiment, c'est ça le bon soupçon, en fait. C'est ça, complètement. Faut pas rester dans notre schizophrénie française, là. Parfois, il ne faut pas rester dans ce doute ou cette peur. Et pareil, quand tu es… Comme tu l'as dit, même quand tu es dans la position de la personne qui est questionnée, pas se dire elle veut me voler, elle me veut truc, elle m'envie, mais avoir cette ouverture que moi, à sa place, j'aurais voulu être aidée, tu vois. Après, c'est chacun a ses limites de peut-être je vais pas donner ce détail, bien sûr. Mais partager. Et personne ne se fait seul. Complètement, non, c'est sûr. Personne ne se fait seul. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager, quelque chose à dire?
Moi, surtout aux femmes. Ouais, surtout aux femmes, je pense qu'il faut placer sa confiance en Dieu. Vraiment, moi je pense que c'est ça le secret, même si on le sait tout. Hein. Mais il y a une confiance et confiance, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a plein de fois où on a des limites et on oublie qu'on n'est pas maître de notre destin. Et que celui qui a décelé ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire dans notre vie, il l'a déjà écrit. Donc il ne faut pas trop se poser de questions parce que des fois on passe à côté de choses ou d'opportunités qui nous retardent plus qu'autre chose en fait. Donc je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance, avoir confiance en son instinct et passer à l'action et pas trop se poser de questions. De toute façon, on n'a qu'une vie. Hein. Donc, si on se trompe, on peut toujours faire... J'ai toujours mon passeport, je peux toujours partir. C'est ça. Ça part en cacahuète. Je serai la première en France. Donc franchement, il ne faut pas trop réfléchir. Faites ce que vous avez à faire et ça peut être dans la hijra, mais ça peut être dans tout et n'importe quoi. Il faut se faire confiance. Okay. Ouais, voilà. Merci pour ton temps, merci pour ces mots, ces confidences aussi. Et d'avoir honoré mon invitation. Merci à toi pour ton invitation. Donc c'était Amel, tradithérapeute. J'accompagne les femmes à guérir et à élever leur féminin. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.